Salut tout le monde et bienvenue dans À la sauce curry, le podcast des femmes qui font la science d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec des femmes scientifiques, tous domaines confondus, qu'elles soient développeuses logicielles, paléontologues ou ingénieurs en recherche biologique. À 18 ans, quand on doit choisir ses études après la terminale, on a souvent l'impression qu'on nous demande de faire le choix de notre vie. On doit choisir un domaine qui nous plaît, mais en vrai on n'en connaît pas grand-chose, et dans lequel on devra faire carrière pendant les 40 prochaines années. Du moins, c'est l'impression qu'on a. Personne ne nous dit qu'on va changer, évoluer, rencontrer de nouvelles personnes, et découvrir de nouveaux domaines dont on ne connaissait pas l'existence quand on avait 18 ans. Geneviève était passionnée par la génétique. Elle l'est toujours. Mais la vie l'a emmenée à découvrir d'autres facettes de la recherche. La bioéthique, la gestion de projet, le rôle du citoyen. Aujourd'hui, Geneviève gère une plateforme partenaire patient. Concept émergent qui innove la médecine en considérant le patient comme un membre à part entière d'une équipe de recherche. Alors, comment se former pour un domaine qui n'existe pas encore ? C'est avec optimisme et énergie qu'elle nous emmène au Québec et nous raconte son parcours multidisciplinaire où se mêlent soif de connaissances et humanisme. Comme d'habitude, si vous aimez ce podcast, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire sympa et à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça sert pour le référencement et surtout parce que j'adore lire vos retours qui sont toujours très intéressants. Cet épisode, ainsi que tous les précédents, sont disponibles sur votre appli de podcast, Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, mais aussi sur Spotify, Deezer, YouTube et directement sur le site internet alasaucecurry.com. Pour ne rien rater de l'actu, il y a les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans 2 semaines. En attendant, je vous laisse avec Geneviève. Bonne écoute. Bonjour Geneviève. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Ça va super bien. Alors, je suis ravie de t'avoir. Donc, pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent, c'est entre guillemets l'autre partie de l'interview, enfin la deuxième L'autre partie. demi. L'autre demi. Donc, car Geneviève, tu es la femme de Elsa, mais tu es aussi surtout scientifique. Oui, effectivement, j'étais d'abord et avant tout scientifique et après j'ai rencontré Elsa. On est mariés depuis 4 ans déjà. Et donc alors, Geneviève, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, ben c'est ça. Je suis Geneviève, une femme canadienne, comme on le voit à mon accent, qui travaille en fait dans le partenariat patient. Je vais revenir un peu sur ce qui est le partenariat patient, mais à l'intérieur de cette thématique-là, en fait, moi, je suis gestionnaire d'une plateforme qui coordonne les activités finalement du partenariat patient. Grosso modo, le partenariat patient, ça permet en fait de faire les collaborations entre les patients, les professionnels de la santé, les chercheurs, pour finalement avoir une meilleure santé pour les patients, des meilleures recherches qui vraiment répondent aux besoins des patients. Alors, c'est vraiment dans ce but-là, finalement, que je travaille. Si tu veux que je développe un peu plus sur l'essence même du partenariat patient, je vais te dire que ça repose vraiment sur la reconnaissance des expertises. Les expertises, en fait, on est un médecin, un chercheur, on a fait plein d'études, on s'est spécialisé énormément, mais qu'est-ce qu'on sait vraiment du ressenti de la maladie au jour le jour? C'est quoi une maladie? Une maladie, par exemple, chronique, là, le fait soit qu'on est avec ça ou que ça se développe, mais à long terme, on va avoir cette maladie-là qui va peut-être même empirer. Alors, ben, le patient, c'est la meilleure personne qui est vraiment bien placée pour savoir une personne qui est malade va vivre 24 heures sur 24 avec sa maladie. Ouais. Un professionnel de la santé va rencontrer ce patient-là peut-être 4-5 fois dans l'année, mettons pendant 15 minutes, ou allons-y 1 heure. Alors, ça fait 5 heures par année. Le patient, lui, vit H24. c'est ça, exactement, tout ce temps-là avec la maladie. Alors, cette personne-là est vraiment bien positionnée, en fait, pour comprendre la maladie à sa manière. On ne dit pas nécessairement que cette personne-là a une meilleure expertise de la maladie. Au contraire, il faut reconnaître que chacun a ses expertises, mais ce qui est important, vraiment, le cœur de la chose, c'est qu'ils sont complémentaires, en fait. C'est vraiment les deux moitiés pour faire un tout cohérent, en fait, puis aller plus loin, là, soit en recherche, en santé, etc. Ok, bon, tout un programme.
On pourra peut-être Oui, hein? en parler par la suite. Mais avant, ma petite question par laquelle j'aime bien commencer, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Ah oui, ben, en fait, la réponse courte, c'était un peu sauver le monde. En fait, j'avais vraiment Carrément. j'avais vraiment une fibre de je veux aider mon prochain. Grosso modo, je me suis toujours vue aider mon prochain. Écoute, mon émission préférée quand que c'est un peu aujourd'hui, je pense que ça existe plus là, mais j'adorais l'émission Vision mondiale, les gens qui allaient aider d'autres gens dans d'autres pays. C'était vraiment mon inspiration quand j'étais jeune. D'accord. En vieillissant, je me suis rendu compte que ben il y a des manières en fait d'aider les autres. Par exemple, tous les professionnels de la santé, en fait, là, je veux dire, je baignais dans un milieu, moi, qui était de la santé, là, des infirmières, etc., qui étaient autour de moi. Fait que c'est sûr que ça m'a quand même beaucoup inspiré. Je me suis dit, OK, c'est une manière d'aider les gens. Mais tout le service qui était public, moi, m'attirait vraiment beaucoup, comme je dis, en santé, mais aussi les métiers de policier, pompier, etc. Et finalement, aider mon prochain, c'était un peu ce qui m'inspirait. Après, c'était très large, là. Ouais. Et, euh, et je pense avoir accompli un peu de ça à travers les années. Ben après là, avec ce que tu as décrit de ton métier, je pense que tu y es complètement quoi, en fait. Oui, effectivement. En tout cas, les témoignages que j'ai eus, là, je pense qu'on est là-dedans, effectivement. Et tu disais que tu étais baignée dans le milieu infirmière, tout ça, c'était tes parents, ils faisaient quoi? Oui, exactement. Mes deux parents, infirmiers, infirmières, OK. je les ai toujours ben, c'est ça, connue là-dedans. Ma mère, une passionnée vraiment de son métier, là. Euh, je connais pas nécessairement la réalité de toutes les infirmières dans le monde, mais au Québec, par exemple, c'est pas nécessairement facile, pénurie de main-d'œuvre, en fait, à Mmh. tous les niveaux. Alors, c'est des longues heures parfois, beaucoup, tu sais, manque de personnel, alors double charge, temps supplémentaire, etc. Mais malgré tout, elle revenait à la maison et elle était passionnée. Elle nous en parlait tous les jours, tu sais. Mmh. Fait que moi, ça m'a inspiré. Ouais. OK, ouais, donc déjà si tu avais effectivement, ces modèles-là à la maison, on comprend un peu ton aspiration à sauver le monde, quand tu étais petite, quoi. Exactement. Et alors, comment tu fais pour trouver justement comment tu vas sauver le monde? Quand tu es à l'école, comment tu choisis ta voie? Et c'est pas évident. Au Québec, on a ce qu'on appelle un cégep, là, l'entre-deux finalement entre nous, ce qu'on appelle l'école secondaire et l'université. Alors, c'est un genre de pré-spécialisation pour l'université. Moi, j'adorais les arts, en fait. J'avais fait finalement une spécialisation en arts pendant mon école secondaire et tout. Alors, je me disais, ah, ben, je vais peut-être aller vers l'art, peut-être vers l'enseignement. J'aimais beaucoup la relation avec les gens, le fait que ben, les gens apprennent. J'adorais apprendre, fait que j'aimais ça aussi que les autres apprennent. Et une semaine avant l'inscription au cégep, j'ai dit non. Je m'en vais en ce qu'on appelle ici sciences nature. Là. Grosso modo, c'est toutes les professions scientifiques D'accord. et médicale et j'ai changé ça une semaine avant et j'avais pas du tout les prérequis pour aller là dans ce programme-là. Je les ai fait justement pendant cette spécialisation-là et finalement, c'est comme ça que je suis partie plus en sciences et pendant ce parcours-là au cégep, je me suis dit, ah, ben, c'est les sciences effectivement plus de la santé en fait qui m'intéressent, biologie, génétique, etc. Et c'est là que je me suis inscrite finalement après au baccalauréat en sciences biomédicales, en fait, à l'université. OK. Alors, quand tu parles de école secondaire, c'est le lycée pour nous en France, c'est Oui, ça? C'est tu exactement. as quel âge? Tu as 15-17 ans, c'est ça? Oui, l'école secondaire, on commence vers 12 ans environ et on finit vers 16-17 ans, OK, à peu près. d'accord. Ouais. Et donc la cégep, c'est l'année qu'il y a après le lycée et Mhm. avant l'université, en fait? Exactement. Quand c'est une pré-spécialisation, c'est environ 2 ans, là, ce qu'on appelle le pré-universitaire. Sinon, il y a un autre parcours alternatif qui existe au cégep également, c'est finalement une formation un peu plus professionnelle de 3 ans. Il y a certaines infirmières qui font ce parcours-là, des hygiénistes dentaires, désolé, il n'y a pas ça en France, là, mais grosso modo, un genre d'assistant spécialisé au dentiste. Mmh. Il y a énormément de professions, en fait, qui demandent quand même d'approfondir les connaissances sans toutefois aller nécessairement à l'université. Fait que c'est un parcours
moi, en tout cas, que je trouve super intéressant d'avoir ça, le cégep, je sais qu'on est unique au monde là-dessus, mais j'avoue que j'y tiens beaucoup dans le parcours. C'est une période aussi très intéressante pour se développer intellectuellement, c'est-à-dire il y en a qui habitent plus chez leurs parents ou on, c'est le passage aussi à l'âge adulte, cette période-là, qui est intéressante. On a beaucoup de philosophie à ce moment-là, des cours de philosophie. On se D'accord. développe beaucoup intellectuellement. Les cours de français sont vraiment intéressants aussi. Beaucoup la culture québécoise, l'histoire de tout ça. En tout cas, moi, même si c'est très compétitif, parce que nous, on voulait s'en aller dans des programmes contingentés, là, où les places étaient limitées. C'était à la fois compétitif, mais très, très intéressant. Donc en fait, après le secondaire, pour t'inscrire... Alors, est-ce que déjà au secondaire, il y a déjà une orientation un peu plus scientifique ou un peu plus littéraire qui peut se faire? Oui, mais je te dirais que rien n'est perdu. C'est-à-dire Ok. que oui, il y a une spécialisation, c'est-à-dire on a des mathématiques plus avancées, euh, la physique, la chimie, etc. Mais si tu les as pas fait, c'est pas plus grave que ça. Tu peux les refaire au cégep, puis même des fois, dans certains cas, une préparation à l'université ou des choses comme ça. Fait que moi, c'est un peu ma vision, mais que je ne savais pas à l'époque, là, mais que rien n'est perdu. Là. Vraiment, on peut toujours se rattraper un peu. D'accord. Et donc au cégep, tu disais qu'il y avait des filières où c'était, il y avait un nombre de places limité, c'est ça? Donc c'est sur dossier? Comment que ça se passe? Oui, exactement. Ben, pour l'admission au cégep, c'est sur dossier. Mhm. L'admission à l'université, ça dépend vraiment des programmes d'études. J'avoue que mon programme d'études était contingenté, mais c'était sur dossier, effectivement. C'était Ok. souvent des gens, je ne le cacherai pas, qui s'en allaient en sciences biomédicales, c'est parce qu'ils voulaient aller dans par exemple, ils voulaient être dentistes, ils voulaient être vétérinaires, ils voulaient être médecins, ou il y en a qui voulaient devenir chercheurs aussi, là. Mhm. Mais c'était souvent un programme assez compétitif, étant donné que les gens voulaient aller ailleurs par la suite et qu'il y avait une composante sur dossier, effectivement, à l'étude. Mais si je fais en fait, un comparatif avec médecine, ici, pour être admis en médecine, effectivement, il y a une partie qui est dossier, mais il y a une partie aussi qui sont les entrevues de groupe, Mhm. mise en situation avec des comédiens de l'école de théâtre. Alors, c'est quand même assez, Ah ouais. moi, ce que je trouve intéressant, en fait, d'avoir le côté humain et le côté un peu, peut-être plus, côté rationnel, mais il y a le côté aussi émotionnel de l'être humain, en fait, qui est pris en compte, là, ce que je trouve intéressant. Ouais, c'est un peu plus corsé que nos admissions à l'université en France, quoi. Oui, ben, c'est parce que sinon, ce que ça donne, c'est, ben, je dis pas 100%, mais il pourrait y avoir un certain pourcentage de personnes qui pourraient être super bons sur papier, mais que finalement, la relation est pas là, en Mhm. fait. Le lien passe pas finalement éventuellement entre le patient et le médecin. Puis c'est pas ça qu'on veut. En tout cas, Mhm. c'est pas ça qu'on Ok, veut ici. ouais. Et donc pour passer du cégep à l'université, en fait, donc si tu veux aller, si tu veux faire une université en fait plus scientifique, médicale ou veto, t'es obligé de passer par le cégep, sciences. Oui, Ok, en fait, ça, c'est la voie que je pourrais dire un peu courte, là. Mais si tu ne fais pas de cégep, tu peux aller quand même à l'université, sauf qu'il y a certaines exigences. Je pense qu'il faut avoir 21 ans et plus ou des choses comme ça. Et là, on aura effectivement peut-être une année de préparation. Mais, mais habituellement, c'est la voie habituelle des gens. Ils vont au cégep, puis après, vont à d'accord. l'université, si c'est leur cheminement qu'ils veulent. Ok. Donc tu t'es décidé un peu au dernier moment de rentrer cégep sciences. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Ah ouais, ça, je me l'explique pas. Mais des fois, je suis un peu comme ça. Un peu à la dernière minute, je fais comme. En fait, c'était peut-être mon choix qui paraît deux sur le papier, mais en fait, c'était peut-être mon choix un depuis le début, puis je me l'avouais peut-être pas. Euh, ben, je pense que c'était le défi aussi. Euh, le défi, ben finalement, j'étais pas préparée. Ben, pas que j'étais pas préparée, mais j'avais pas prévu ça. J'avais pas fait mes cours nécessairement. Je demande de chimie, physique, etc. Ah, tu pensais Ouais. qu'en fait t'étais désavantagé par rapport aux autres qui, eux, avaient déjà prévu ça depuis longtemps et que en fait t'avais pas les bons cours avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il y avait le côté défi, il y avait le côté aussi, ben,
c'est peut-être un peu, tu sais, mon entourage était déjà un peu dans les sciences et tout. Puis je me suis dit, bon, c'est un milieu que je connais. Peut-être que c'est un peu plus rassurant aussi. Mhm. Euh, fait que ça m'a fait changer d'idée. Après, je suis une personne qui se questionne beaucoup, puis qui se dit tout le temps, ben, tu sais, je le fais, puis si ça fonctionne pas, ben, c'est pas plus grave que ça, on réessaiera, etc. Malgré que quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir, là. Mais je l'ai pas regretté. Je me suis beaucoup questionnée sur ce que je voulais faire. Tu sais, après, tu sais, c'est comme un entonnoir, là, tu sais, c'est du plus général au plus particulier, si je peux Mhm. dire, là. Fait que déjà au secondaire, déjà de dire, OK, j'avais quand même mes mathématiques approfondies. Fait que j'avais Mhm. déjà quand même un cheminement. Après ça, le cégep, ben, tu te dis, OK, tu te spécialises un peu plus. Après, il y a plein de choses que tu peux faire avec ce que j'ai fait finalement, le programme de sciences nature là, que j'ai fait au cégep. J'aurais pu m'en aller en physique. D'ailleurs, j'avais été admise au programme de physique. J'aurais pu aller effectivement en médecine. J'aurais pu aller dans plein de choses, tu sais. D'accord. Puis quand on est face aussi à un grand choix comme ça, c'est parfois difficile de choisir aussi, tu sais. Puis quand on est jeune, des fois, on a l'impression que, OK, j'ai 19, 20 ans, le choix que je fais, c'est le choix que je dois comme maintenir jusqu'à la fin de ma carrière, tu sais. Mhm. Et en fait, je me rends compte que non. Que, avec un diplôme, on peut faire beaucoup de choses. Puis que des fois, peut-être que le métier qu'on va faire n'existe même pas aujourd'hui. En fait, je pense que c'est encore plus d'actualité maintenant. Mhm. Mais quand j'étais au secondaire, je veux dire, le génome n'était pas totalement décodé encore. Et Ouais. finalement, j'ai travaillé en génétique par la suite. Et maintenant, je travaille dans le partenariat patient, ce qui n'existait pas il y a quelques années. Fait que, est-ce que j'aurais pu me dire à la fin de mon secondaire, ah, je veux devenir ça, à part les métiers un peu classiques, si je peux dire, avocat, médecin, etc. Mhm. Fait que c'est un peu le message quand je donne des conférences chez les jeunes, tu sais, de dire, écoutez, peut-être votre job existe pas aujourd'hui. Fait que Mhm. faites ce que vous voulez, préparez-vous. Le parcours est intéressant. Puis après, vous verrez, vous suivrez un peu la vague, vous verrez ce que vous aimez, etc. Ok. Et donc, t'as pas regretté ton choix au final. Non, pas du tout. Euh, Même s'il faut travailler très fort, là, on se le cachera pas là, dans Mhm. les programmes plus de sciences, affiliés un peu à la médecine, ben c'est très demandant, là. Je veux dire, je faisais pas beaucoup de party les vendredis soirs. J'étais très nerd. J'étudiais beaucoup, je suis encore un peu comme ça. Euh, mais en même temps, tu sais, je récolte aujourd'hui finalement les années de labeur que j'ai fait quand j'étais effectivement au cégep, au début de l'université, à la maîtrise également. Alors, mais non, je regrette pas mon choix, pas du tout. C'est vraiment une passion que j'ai en ce moment, vraiment là. Ça, je ne regrette pas. Les gens que je rencontre, les gens avec qui je travaille, c'est une super équipe, même que je dirais que c'est une famille, sont vraiment sympathiques. Ouais. Cool. Et donc après le cégep, qu'est-ce qui te fait aller vers la biologie plutôt? Oui, ben, le corps humain m'a toujours fasciné c'est une machine qui est tellement parfaite, ben, évidemment, qui est issue des années d'évolution, mais c'est fou comment le corps fonctionne tellement bien. Oui, j'ai étudié également les maladies, mais quand même, une machine si complexe fonctionne si bien et si facile et compliqué à la fois, mais si facile à faire, en fait, de faire un enfant, là. Et c'est fou, et t'as même pas à y penser, et ça se développe, et c'est assez fascinant. Fait que la vie m'a toujours passionnée. Puis tout comprendre, j'aime bien comprendre tous les détails et tout. Le baccalauréat en sciences biomédicales permet à la fois chaque cours, en fait, on étudie un système. Fait qu'un cours, c'est le système nerveux, l'autre système cardio-respiratoire, etc. Fait que c'est vraiment passionnant, on va vraiment en détail. Et on va même au niveau moléculaire, de la biochimie, microbiologie, génétique, etc. Fait que ça venait vraiment répondre à mes questions. Des fois, ah, OK, le corps fonctionne comme ça, mais encore, au niveau moléculaire, qu'est-ce qui se passe? Ça m'intéressait. De dire, OK, c'est le plus petit qu'on peut aller. Ça m'intéressait. Ah ouais, donc vraiment le côté intracellulaire, en fait, c'est ça Oui. qui t'a fait aller donc vers
baccalauréat en sciences biomédicales, c'est Oui, ça? Ok, et exactement. donc quand on dit baccalauréat, ce n'est pas le bac à nous en France, c'est la licence bachelor. Exactement. Oui, Donc, allez, pour nous, ce serait quoi? Bac plus 3 après le lycée, c'est ça? oui, je pense que c'est ça. Ok. Ouais. Et donc, tu fais ça à Montréal et, euh, Oui. et cette passion est toujours là, quoi. La passion pour la bio. Ah oui, totalement. Et même si maintenant je me suis un peu, comment dire, éloignée, hein? Je veux dire, je suis plus au niveau effectivement moléculaire, cellulaire, etc. Maintenant, je suis avec des personnes entières, là. Euh, Chaque cours, en fait, que j'ai fait revient, en fait, quand je suis en train de parler avec quelqu'un. J'interagis énormément avec des chercheurs fondamentaux, évidemment en santé. Alors, quand on travaille sur un projet en cancer, mes cours d'immunologie reviennent, mes cours de cancérologie reviennent. Alors, on dirait que ça me permet de mieux comprendre leur réalité Mhm. et finalement de mieux faire mon travail. Je comprends totalement par quoi ils passent. Quand ils me parlent de demande de subvention, je sais Mm. très bien de quoi ils parlent, etc. Parfois, les délais qui sont serrés parce que j'ai vécu que j'ai vécu en fait leur réalité. Et ça me permet, c'est ça, d'un peu mieux comprendre euh, en fait ce qu'ils vivent, là. Ok. Parce que donc, après le baccalauréat, donc la licence, tu t'orientes, tu continues tes études, c'est ça? Tu t'orientes vers une maîtrise? Oui, exactement. Ce qui s'appellera peut-être un master en France, là. Ouais, je pense. Ouais. Euh, Exactement. Ici, une maîtrise, je vais juste faire un petit aparté, là. Ici, une maîtrise, en fait, ça peut être une maîtrise professionnelle comme ça peut être une maîtrise recherche. Mhm. La maîtrise recherche, on a quelques cours, c'est-à-dire à peu près 5 cours vraiment magistraux, là. Et le reste, ce n'est que la rédaction du mémoire et les expérimentations en laboratoire. Ok. Alors, j'ai passé peut-être ma première année de maîtrise, effectivement, par-ci par-là, j'avais des cours plus travailler en laboratoire. Mais par la suite, j'ai été 2 ans à travailler temps plein et plus en laboratoire, à faire des expériences et à rédiger finalement le mémoire de maîtrise. Ma maîtrise, en fait, ce qui est intéressant, c'est que au baccalauréat, à la fin, on a un stage obligatoire. En fait, Mhm. vu qu'on s'oriente beaucoup vers la recherche, il faut faire un stage de recherche dans un laboratoire. Alors moi, où j'ai fait mon stage de recherche, j'ai poursuivi par la suite à la maîtrise avec cette même équipe-là, ce qui a Ok. permis justement d'un peu commencer certaines expérimentations de ma maîtrise, Mhm. qui étaient sur en fait la génétique des maladies inflammatoires de l'intestin. Ok. Alors, encore là, on va dans le fin détail, là, c'est vraiment la génétique au niveau vraiment de l'ADN. Quelle mutation, en fait, emmène une susceptibilité plus élevée aux maladies inflammatoires de l'intestin, qui est la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, etc. Mhm. Euh, alors, ça, la génétique, vraiment m'a c'est une passion, puis je pense que tout le monde peut s'y retrouver un peu là dans les génétiques, c'est-à-dire à la fois le niveau cellulaire nous intéresse, le niveau du microbiote, vraiment comment la flore intestinale réagit, la biostatistique, parce que je veux dire, décoder l'ADN, etc., c'est des gros calculs également. Mhm. Fait que ça, c'est intéressant aussi. J'ai eu à côtoyer, c'est ça, des biostatisticiens, des bioinformaticiens, des gens qui venaient d'un peu différents milieux. Finalement, le fait qu'on travaille tous ensemble permettait qu'on résout finalement des problèmes assez complexes qui est effectivement la génétique, là. Fait que ça, j'ai beaucoup aimé, même si c'est un milieu très compétitif, là. Bon, les chercheurs me diront que tous les milieux sont compétitifs, mais la génétique, quand même, au milieu des années 2000, là, c'était, on venait de décoder Bah oui. le génome presque au complet. Là, c'était partiellement en 2001. Et moi, je suis rentrée en 2008, là, ouais, c'est ça, 2008 à la maîtrise. Alors, ça, la science n'était pas très, tu sais, la génétique, ça fait longtemps que ça existe, mais la science vraiment n'était pas très vieille pour connaître finalement un peu chaque lettre de notre encyclopédie finalement de notre ADN, là. Mm. Alors, voilà. Ouais, c'était en plein boom à l'époque, je Oui. me rappelle, parce qu'on a,
on a à peu près le même âge. Je me rappelle que les études génétiques, tout pouvait être réglé par la génétique, etc. Ouais. Et c'est vrai que c'était passionnant. J'ai fait moi-même une spécialité génétique à l'école, donc ouais, je comprends ton enthousiasme. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis il y a eu tout. Parce que, évidemment, il y a chacune des lettres, finalement, comme je disais, de notre encyclopédie, mais il y a aussi comment on décode cette encyclopédie-là via les petits cadenas. Là. Moi, je résume ça à des petits cadenas, là, finalement, l'épigénétique, là, comment on ouvre ou ferme ces petits cadenas-là pour pouvoir lire, finalement, notre encyclopédie. Ça aussi, ça rajoutait une couche de plus. Là. On pensait que, on avait tout solutionné avec on connaît notre encyclopédie, mais finalement, non. Il nous faut aussi des clés à certains moments. Fait que ça rajoutait en complexité ce qui était passionnant vraiment là-dedans. Et ça prend des gros sous Mhm. pour séquencer des bouts d'ADN, c'est énorme. Là. Alors, il fallait Bah, beaucoup d'argent, c'était très ouais. compétitif. À l'époque, ouais, parce que maintenant, tu Mm. peux séquencer des bouts d'ADN pour 5 $, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. c'est fou comment la technologie a évolué, enfin, Oui. ultra rapidement, quoi. Ah, c'est Mm. assez fou, ben, c'est remarquable, là, ouais. Et donc, tu fais ta maîtrise, donc tu es toujours à fond dans la science, tu kiffes bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais après? Ben, en fait, pendant ma maîtrise, j'ai fait un échange un échange étudiant, en fait. Je suis allée vivre à Boston pendant 6 mois pour faire certaines expériences pour ma maîtrise. Et à ce moment-là, tu sais, là, à ce moment-là, j'étais quand même toute seule. Je veux dire, j'avais plus de famille autour de moi. Bon, Boston, c'est pas très loin de Montréal, mais quand même, on se voit pas tous les week-ends. Euh, j'avais plus mes collègues. Mhm. Alors, j'étais vraiment un peu déracinée. Fait que là, tu te retrouves tout seul. Et tu te mets à penser, peut-être un peu trop. Et là, je me suis dit, OK, mais là, c'est la fin de ma maîtrise arrivée. Là, c'est la fin de ma maîtrise, qu'est-ce que je fais après? Euh, est-ce que ça a du sens, qu'est-ce que je suis en train de faire aussi? Mhm. Fait que je me suis beaucoup questionnée sur l'humain, finalement, derrière ce brin d'ADN-là ou cette biopsie-là que je suis en train de regarder. Euh, et là, je me suis dit, ah, mais en fait, est-ce que c'est éthique? Comment ces personnes-là ont consenti à donner de l'ADN, à donner un échantillon d'intestin, par exemple? Et finalement, la bioéthique est venue me chercher là-dedans. Mhm. Alors, je me suis beaucoup intéressée à ça et même à la fin de ma maîtrise, je me suis inscrite à des cours de bioéthique en rapport avec c'est ça, tout le côté éthique de la biologie. Et j'ai même fait en fait 2 stages par la suite. J'ai été en France pendant 2 étés pour travailler des équipes justement qui s'intéressaient à ces questions-là, de la génétique, en fait de l'éthique appliquée à la génétique. Mhm. Alors, par exemple, OK, on fait un test. Est-ce que la personne est apte à consentir? Parce qu'on s'entend que quand on consentit soit des tests ou à des recherches, il faut être, effectivement, c'est un consentement libre et éclairé. Bon, libre, on le comprend bien, c'est qu'il n'y a personne qui va nous obliger à le faire. Éclairé, par contre, c'est là que c'est un peu plus flou. Puis il y a des éthiciens qui se questionnent là-dessus, effectivement, mais il faut que la personne soit assez informée. Il faut que la personne comprenne ce à quoi elle consentit. Et elle a consenti. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait et je me dis, est-ce que ces personnes-là comprennent vraiment bien? Est-ce qu'on vulgarise bien la science à ces personnes-là? La génétique, c'était totalement nouveau aussi pour plein de personnes. Tu sais, c'était déjà nouveau pour les scientifiques, Mhm. ce niveau de détail-là. Et est-ce qu'une personne est capable de le comprendre? Oui, je le crois, mais est-ce qu'on le fait de la bonne manière, de lui faire comprendre en fait ce à quoi elle consent? Alors, je me suis intéressée à ça, le consentement, et un coup qu'on a le résultat. Est-ce que la personne va bien le comprendre? Et aussi, ce qui est intéressant, la spécificité un peu de la génétique, c'est quelque chose qui est partagé familial. Hein? Alors, moi, j'ai un résultat, par exemple, est-ce que je suis porteur ou non d'une mutation génétique qui va me causer ou non une maladie plus tard? Mhm. Maladie d'Alzheimer ou des maladies malheureusement dégénératives comme la SLA là, qui a été connue, le Bucket Challenge, le Ice Bucket Challenge il y a quelques C'est années. c'est quoi celle-là? C'est vraiment c'est la sclérose latérale amyotrophique. Oui, ok. Grosso modo, c'est que la personne perd de plus en plus contrôle de son corps. Là. Finalement, en dernier, il reste juste c'est quasiment le cerveau, là, malheureusement, qui fonctionne bien. Alors, grosso modo, bon.
on comprend qu'il y a des maladies qui sont plus graves que d'autres, ou en tout cas avec un résultat plus mortel, évidemment. Alors, on a cette information-là et je la partage finalement avec qui? Sachant que mon patrimoine génétique, je le partage avec ma soeur, je le partage avec ma mère. C'est autant de côté latéral que vertical, finalement, qu'on partage cette information-là. Alors, ça se peut que nos enfants soient porteurs, que notre soeur, notre frère est porteur. Alors, ça aussi, je me suis intéressée à ça. Éthiquement, à qui devrions-nous divulguer finalement ces résultats-là de tests génétiques, par exemple? Ok, d'accord. Ouais. Donc ça, c'est les questions justement qui t'ont animé et orienté plus vers la bioéthique Oui. après donc ta maîtrise en génétique. Oui, exactement. En fait, ça m'a amené à mon premier emploi qui était effectivement responsable de l'éthique et des communications pour une biobanque au Québec. Ok. Alors, ça m'a permis de continuer un peu à naviguer là-dedans, dans toutes les questions éthiques entourant la génétique, par exemple dans une biobanque. Ok. Donc, une fois que tu as ta maîtrise, justement, tu cherches un emploi qui s'oriente vers la bioéthique, justement? En fait, moi, je cherchais un peu des deux. Parce que je m'en allais de plus en plus, je voyais que mon cheminement était beaucoup plus dans les questions effectivement éthiques entourant la génétique ou entourant la santé. Fait que moi, je cherchais un emploi soit vraiment en génétique, en fait, assistante de recherche, par exemple, en génétique ou des choses comme ça. Malgré que je voulais un peu me distancier du milieu, voir autre chose aussi. Et quand je suis tombée sur ça, que cette biobanque-là voulait chercher quelqu'un à la fois qui avait fait de la communication, qui avait fait... en plus, j'avais un background en génétique et en bioéthique. Là, j'ai fait comme, oh, c'est pour moi. J'ai été là quand même 4 ans. J'ai vraiment apprécié ça, de travailler là. Encore là, j'avais plein de projets différents. C'est ça qui est intéressant aussi, de recueillir de tous ces projets-là, de les lire et de voir comment, quel point éthique pourrait accrocher finalement au comité d'éthique et bien préparer les dossiers de ces chercheurs-là. C'était vraiment, vraiment intéressant de faire ça. En fait, j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc alors, le principe d'une biobanque, en fait, c'est quoi? Oui, en fait, si on décortique un peu le mot, le bio, c'est le vivant, puis une banque, c'est comme une banque à laquelle on va déposer de l'argent et en retirer. Alors, grosso modo, qu'est-ce qu'on dépose et qu'est-ce qu'on retire dans cette banque-là? Ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Dans celle que j'ai travaillée, c'était en fait du sang. On avait des échantillons de sang. On avait des échantillons également directement en fait, d'ADN, là, en fait, qui avait été extrait. C'était essentiellement beaucoup de l'ADN et du sang. Mais écoutez, il y en a qui ont des échantillons d'urine pour certains, pour voir certains métabolites dans l'urine. Il y en a que c'est des ongles. J'ai déjà vu une biobanque d'ongles, ongles d'orteils, si je ne me trompe pas. Et c'était au Canada. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a certains contaminants en fait, qui s'accumulent et qui permettent en fait d'être analysés dans nos cheveux, dans nos ongles. Alors, mais ça doit être assez spécial d'envoyer ses ongles par la poste. Mais bon. Fait que ça, c'était le côté de dépôt. Le côté retrait, en fait, c'est des chercheurs qui viennent puis qui disent, écoute, moi, j'ai pas nécessairement beaucoup d'argent et je suis pas capable de recruter 5000 personnes puis j'ai eu 2 ans de financement. Alors, par contre, la biobanque l'a fait pour toi. Alors, ce qu'ils viennent, c'est un peu faire un emprunt d'une certaine manière dans cette biobanque-là, prendre finalement une petite quantité de sang ou d'ADN pour faire leurs études. Et écoute, des biobanques de 40, 100 000, 200 000 personnes. Il y en a que c'est sur leur population au complet aussi, presque. Là. Alors ça, c'est intéressant en fait pour les chercheurs en termes de temps, mais en termes de coût, là, c'est énorme. Une biobanque, là, laisser ça ouvert, ça peut facilement aller à 1 million, 2 millions par année. Là. Wow. C'est très, très cher. Mais mon Dieu, que ça fait avancer la recherche tellement plus vite. Bah oui, parce qu'on sait très bien que plus l'échantillon est grand, plus le résultat statistique
et fiable, entre E- guillemets. Exactement. Il y a eu des collaborations également entre biobanques, des comparaisons aussi entre populations, parce qu'on sait qu'on n'a pas, c'est pas juste notre physique qui est différent, mais aussi notre ADN, qu'on soit caucasien, qu'on soit afro-américain, etc., asiatique. On a des particularités finalement dans notre génome. Mais si on a une population qui est quand même plus homogène, je dirais au Québec, d'aller plus largement que ça, c'est intéressant de voir ça, mais il y a des pays étrangers qui s'intéressent beaucoup à la génétique des Québécois, étant donné qu'on est un pool un peu moins varié. Je te dirais que c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais un peu moins varié, d'où à cause de l'effet finalement de peu de populations qui sont venues s'installer ici au départ, même si on avait des Autochtones évidemment, mais un petit pool de personnes finalement qui sont installées ici et qui a créé finalement la population franco-canadienne qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Et donc là, ça y est, tu as un pied dans la bioéthique. Ouais. Donc là, ça t'encourage en fait à aller dans cette voie-là. Comment tu continues la suite en fait? Parce que là, on n'est pas encore au Au partenaire partenariat à patient. Hein? patient. Voilà. Ben, en fait, moi, j'aimais bien vraiment la voix, en fait, du patient, la voix du citoyen dans toutes ces initiatives de recherche-là. Ça m'intéressait énormément. Et c'est quand même une branche qui m'intéressait. Et je trouvais que dans les biobanques, que c'était assez fermé. C'est-à-dire que parfois, on faisait certaines consultations avec il y en a qui sont patients, mais il y en a qui sont juste simples citoyens qui ne sont pas encore malades là, ou qui vont le devenir peut-être éventuellement. Mais un coup qu'ils ont déposé finalement leur échantillon, qu'est-ce qui leur revient tant que ça? Je me suis beaucoup questionnée là-dessus. Oui, il y a de l'information de manière générale, il y a des études qui se font, mais qu'est-ce qui me revient un peu là-dedans? C'est quoi, qu'est-ce que je pense de ça et comment je peux un peu agir là-dessus? Je trouvais que le pouvoir finalement du citoyen était pas si élevé que ça. Pour des raisons très louables aussi, là, que je ne m'étirerai pas là-dessus, mais je me suis beaucoup questionnée dans ce parcours-là et je me suis dit, mais en fait, il y a sûrement des gens qui s'intéressent à ça, un peu la voix citoyenne là-dedans, la participation justement citoyenne dans des projets plus en santé, etc. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des équipes de recherche finalement qui s'intéressaient à ça. Encore là, ça, c'est un. Moi, je suis toujours dans les trucs qui sont nouveaux. Mhm. Je me suis intéressée à la génétique quand que ça venait un peu d'être décodé, les biobanques, en fait, quand ça avait été les bonnes années. Et je suis arrivée un peu dans le partenaire passant aussi quand c'était le début et les bonnes années. Et c'est toujours les bonnes années d'ailleurs. Oui, parce Et que c'est quand même nouveau. oui, Enfin, un partenariat patient, j'en avais jamais entendu parler avant que tu m'envoies ton email, hein, donc oui, ben il y a beaucoup d'éducation à faire en fait. Là-dedans, puis c'est très bien aussi. Et on parle de quoi, 2015, peut-être un petit peu avant pour des idées un peu en germination, mais bon, mais 2015, mettons, disons 2015, ça fait 5 ans. C'est rien 5 ans, là, mhm. sur vraiment, Ouais. sur toutes ces années-là de la recherche, etc. Et, ben, il n'y a pas de parcours pour ça, vraiment, tu sais. Moi, mes collègues, ils viennent d'un peu partout. J'ai des économistes, j'ai des comptables, j'ai des gestionnaires de projets un peu ben, comme moi, j'en ai pas parlé, mais j'ai également une formation en gestion. Euh, il y a des gens qui viennent d'un peu partout. J'ai des patients dans mon équipe. Là. Puis quand je dis patients, c'est des gens aussi qui font d'autres choses dans la vie que d'être patients, Mm. qui Oui, ont parce déjà que un patient, parcours. c'est pas un métier, n'est-ce pas? Non, c'est ça. Exactement. Alors, j'ai des gens d'un peu partout. Puis en même temps, on ne pourrait pas le faire si on ne venait pas d'un peu partout comme ça. Ben c'est ça, d'avoir tout ce parcours-là, cette richesse-là, ça fait qu'on peut vraiment bien travailler ensemble. Et ben c'est ça, il n'y a pas vraiment d'école pour ça. Là, je dis ça, mais en fait, il y a une nouvelle maîtrise là, qui est sortie, si je ne me trompe pas, l'année dernière, justement, en partenariat patient, une spécialisation en partenariat patient de l'Université de Montréal. Ok. Mais écoute, si un jeune voulait faire ça il y a 20 ans, mettons, moi, quand j'ai fini mon secondaire, de 18-20 ans, ben, ça n'existait pas. Ça existait juste l'année dernière. Fait c'est pour ça que, je le répète encore, les jeunes, il faut vraiment juste faire qu'est-ce qu'ils aiment, puis d'y aller avec sa passion. Puis à un moment donné, on va trouver le filon. À un moment donné, on va trouver
où atterrir finalement. Puis ça se peut qu'on atterrisse à plein d'endroits aussi. Mhm. Il n'y a pas une destination. Parce qu'en fait, toi, c'est vraiment au cours de ta maîtrise que tu t'es mis à t'intéresser à ces questions bioéthiques, etc. Mhm. Et que finalement, tu as découvert le domaine de bioéthique Oui. auquel tu n'avais pas du tout pensé avant, et ce qui est entre guillemets normal aussi, parce qu'on ne peut pas tout savoir déjà de base de tout ce qui existe. Oui, puis au fil des rencontres, il y a tellement de gens qu'on rencontre dans notre vie qui, on pense pas, mais changent beaucoup notre parcours. Que ce soit une discussion avec quelqu'un, qu'on se dit waouh, ok, je savais pas que ce métier-là existait, ou waouh, ce champ d'études-là, où j'avais aucune idée, où on partage notre vie avec une personne qui a telle spécialisation, puis on se dit ok, mais ça m'ouvre totalement à quelque chose d'autre. Mhm. Alors vraiment, c'est les gens qu'on rencontre, les expériences qu'on fait, je pense effectivement euh, un peu façonnent en fait notre prochaine étape où on va sauter par la suite. Là. Si je peux donner un exemple, en fait, moi quand j'ai travaillé justement dans la biobanque, euh, je me suis rendu compte que les chercheurs étaient pas super bons en gestion de projet finalement, parce qu'on s'entend qu'un chercheur, ce que ça fait, c'est un peu un mini-entrepreneur. Là. Il Mhm. gère des budgets, il gère des gens, il gère des projets, etc. Mais ils n'ont pas été formés vraiment là-dedans. Ils ont été formés à immunologie, La science pure. etc. Voilà. Tandis que tous les autres aspects, finalement, du chercheur, puis ils n'ont pas non plus nécessairement été formés en enseignement non plus, alors que c'est quand même un aspect important de leur travail. Mhm. Mais bon, bref, cet aspect-là de la gestion dans un laboratoire, il ne l'a pas. Ça, je l'avais vu qui manquait. Il y en a qui l'ont un peu inné, hein. Mhm. Ils le font bien. Mais il y en a qui, c'est un peu le chaos parfois. Mhm. Ils réussissent, mais bon, c'est un peu le chaos. Fait que je me suis dit, ah, il y a un filon là à aller voir, de faire de la gestion en fait, mais appliquée finalement en laboratoire, en recherche. Mhm. Euh, Fait que c'est d'où ça m'a emmené finalement à faire une deuxième maîtrise en gestion. Euh, Au début, je n'étais pas certaine. Je me suis dit, est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que je ne vais pas aimer ça? C'était un retour quand même aux études pour moi. Mhm. Ça faisait pas très longtemps que j'avais quitté, mais bon, c'était quand même un retour aux études, tout en travaillant à temps plein. Fait que je n'étais pas nécessairement sûre au début, mais finalement, j'ai adoré ça. Encore là, les rencontres que j'ai faites avec les gens, c'est des gens aussi qui sont en emploi. Alors, j'apprends plein de choses. Que va faire le policier qui va être gestionnaire? J'avais des policiers, des pompiers, des infirmières, plein de gens plein de milieux qui ont été amenés à travailler ensemble. C'était vraiment passionnant en fait. Alors, j'ai adoré ça. J'ai trouvé mon filon aussi là-dedans, à faire mon petit chemin dans la recherche, à ma manière. Mhm. Et je pense que c'est assez valorisé aussi et assez rare comme profil. Alors, Mhm. ça c'est quelque chose d'intéressant, en fait. Ouais, et donc sortie de ta maîtrise en génétique, tu arrives à bifurquer vers la bioéthique et plus la gestion, et au final, tu fais entre guillemets plus de sciences pures et dures, mais plus des gestion de projet, de Mhm, management, etc. Est-ce que tu as eu des difficultés à justement passer de l'un à l'autre? Parce qu'au final, si on mhm. regarde ton CV pile poil, ta formation est purement scientifique à ce moment-là. Et, Ouais. comment, en fait, tu as réussi à faire valoriser cet intérêt que tu avais pour la bioéthique qui finalement, en fait, était ultra important pour la réussite de ton poste, en fait, de ton métier? Ouais. Effectivement, mon CV à la fin de ma maîtrise était hyper, ou à une ou deux années après ma maîtrise, là, était hyper recherche fondamentale Mhm. en labo, avec des cellules et de l'ADN et tout. Mais au fil de ma maîtrise, j'ai quand même été responsable par-ci, par-là de la mini biobanque finalement qu'on avait à l'interne, des communications. J'adorais faire de la communication. Alors, j'ai fait quelques petits trucs de communication scientifique. Alors, ces expériences-là, comme à côté, si je peux dire, Mhm. m'ont énormément aidé à me trouver un emploi par la suite. Puis D'accord. j'étais toujours dans les trucs étudiants, genre responsable étudiant et blablabla. Mhm. Alors, j'étais beaucoup dans l'organisation d'événements. C'est finalement des compétences finalement que j'ai pu transférer pour trouver mon premier emploi. Mhm. Euh, mais après mon premier emploi, justement dans la biobanque, euh, j'avoue qu'encore là, mon profil était encore pas mal recherche fondamentale là-dedans.
Mais l'école, en fait, l'école d'administration publique là, au Québec, Mhm. est assez ouvert, en fait. Peu importe le profil d'où tu viens et que tu as les prérequis, sont assez ouverts pour t'accueillir, en fait, à leur maîtrise ou à leur doctorat. Alors ça c'est intéressant, mais il y a également d'autres programmes, là, des MBA, des choses comme ça, qui sont également ouverts et de plus en plus qui se spécialisent aussi dans finalement la formation d'ex-scientifiques, si je peux dire, Mhm. qui veulent développer cet aspect-là aussi. Là. L'Université du Québec à Montréal, je l'ai en tête, également fait ça, se spécialise également là-dedans. Alors j'ai un peu cette chance-là, finalement, que peu importe le profil que j'avais avant, tant que j'avais un bon dossier, finalement, on pouvait aller à la maîtrise en gestion. Alors ça, c'était vraiment intéressant. Et là, c'est là, au fil des années, au fil de l'expérience, que là, j'ai vraiment développé, en fait, mes compétences en gestion et qui m'a permis, finalement, d'avoir un poste à l'intérieur de mon équipe actuelle qui est un peu plus de gestion, qu'il était peut-être un peu moins au départ, mais Mhm. qui a évolué au fil du temps également. Ouais. Ok. Ah oui, donc en fait, t'es quand même passé par l'école avant, t'as refait une maîtrise Mhm. pour avoir plus de compétences en gestion, et ensuite, t'as réussi à avoir le poste auquel t'es actuellement, qui là est vraiment à base de gestion de projet et de personnes, quoi. Oui. Ben, en fait, quand j'ai été employée dans mon équipe actuelle, j'avais déjà commencé ma deuxième maîtrise, mais je ne l'avais pas terminée. J'étais D'accord. peut-être à mi-parcours, je dirais. Alors, c'est sûr que de voir ça sur mon CV, que je suis en train de le faire, c'est encourageant pour eux aussi. C'est Mhm. quelqu'un, parce que ça envoie un bon message aussi, c'est quelqu'un qui veut apprendre. Et ça va être un atout pour mon équipe aussi, éventuellement, quand elle va avoir fini sa maîtrise en gestion, oui. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, tu faisais ta maîtrise en travaillant? Oui, ben moi, je suis comme ça, hein, je fais pas les choses à moitié. Alors, Comment alors tu t'es organisée? Comment que ça se passe? mais cela dit, je suis une personne hyper organisée. Euh, et je me suis rendu compte aussi dans le milieu du travail que c'est pas tous les gens et dans la vie en général que les gens sont pas organisés comme moi. Mais en fait, oui, je travaille à temps plein. Mon temps plein de l'époque et aujourd'hui encore, c'est un 35 heures en fait semaine. Mhm. Et à cela, j'ajoutais 1 à 2 cours euh, d'université, en fait. Ici, j'avoue, je ne peux pas parler pour d'autres pays, mais ici, vraiment, au Canada, et là, je vais parler pour le Québec, euh, vraiment, c'est adapté aussi pour les personnes qui sont en emploi, en fait. Mhm. C'est-à-dire des cours du soir, des cours de les fins de semaine, des choses comme ça, et de pouvoir le faire à temps partiel. C'est quelque chose, il y a certains profils, en fait, qu'on peut faire à temps partiel. Fait que ça a été un plus pour moi, là. Sinon, j'aurais pas pu arrêter de travailler pendant 1 ou 2 ans Bah oui. encore et tout. Ouais. Alors ça a été vraiment, vraiment bien. Mhm. Et donc, on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu dirais justement que le parcours scientifique que tu as fait avant, plus maintenant le parcours gestion, est-ce que tu n'aurais pas pu faire le métier que tu fais actuellement l'un sans l'autre? Mm. Enfin, tu vois, quel avantage tu as à avoir fait un parcours scientifique avant ce parcours gestion et vice-versa? Ouais, écoute, je sais pas en fait. Je pense que je pense ben, en fait, pour faire le travail que je fais actuellement, comme je le fais actuellement et avec la qualité que je le fais actuellement, je pense que j'ai pas le choix d'avoir les deux, d'une certaine manière, les deux parcours. Est-ce qu'il aurait pu prendre quelqu'un qui était seulement en gestion, seulement en recherche plus fondamentale en santé? Sûrement. Mais ça rajoute quand même un plus d'avoir ces deux backgrounds-là. C'est-à-dire que je peux avoir un dialogue vraiment scientifique avec les chercheurs, mais quand je retourne dans mon bureau, je peux vraiment gérer de manière stratégique, Mm. ben, finalement, toute la plateforme, tous les services qu'on offre, Mhm. faire des, ni c'est niaiseux, mais des rapports annuels, des choses comme ça, Mm. des budgets, etc. Alors ça, c'est vraiment un plus. J'aurais pu l'apprendre, comme on dit ici, l'apprendre sur le tas, Mhm. c'est-à-dire l'apprendre au fil du temps, via les expériences et tout. Peut-être que ça aurait pris plus de temps, par contre. De Mhm. l'apprendre, peut-être que je l'aurais fait moins bien. Euh, mais écoute, c'est jamais perdu. Sérieusement, là, ma maîtrise, j'ai tellement appris autant
je sais pas comment dire, mais autant de la science que tout ce qui entoure la science, là, j'ai tellement appris pendant ma maîtrise à être également autonome, à être certaine quand je livre quelque chose. C'est pas parfait, mais il y a un certain gage de qualité. Mhm. Et ça, c'est ce que j'ai appris pendant mon baccalauréat, pendant ma première maîtrise. Écoute, si on livre quelque chose, c'est quelque chose de qualité. Sinon, tu retournes sur ta planche à dessin, tu retournes dans tes expériences. Ça m'a énormément appris. Puis je pense qu'il y a plein de maîtrises que c'est comme ça également. Ça nous apprend tellement, effectivement, dans nos méthodes de travail, dans la priorisation, dans la vérification des faits aussi. Énormément, en tout cas, j'ai énormément appris de tout ça. Ce qui m'a permis finalement une entrée sur le marché du travail plus facile, peut-être, je sais pas. C'est comme ça que je l'ai vécu. Mhm. Euh, alors, mais c'est jamais perdu, même si on devient je ne sais trop quoi. Ça se perd pas, en fait, vraiment, ces trucs-là. D'avoir une méthode aussi, par exemple, d'expérimentation, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Ça va nous servir partout. Alors, c'est des choses hyper transférables, même dans notre vie de tous les jours, en fait. Mhm. Justement, c'est ça, les compétences transférables, comme tu dis, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à identifier en France et on Mm. n'apprend pas à les mettre en valeur. Et pourtant, en fait, forcément, quand on travaille, il y a plein d'autres choses que la connaissance pure qu'on acquiert et que justement, ces valeurs-là, on peut les transférer à sa vie de tous les jours, à un autre domaine, et que en fait, justement, pour les reconversions, en fait, ce qui est de plus en plus fréquent maintenant, c'est complètement, utile, en fait, de savoir Oui. faire ça et je trouve quand même dans ce que tu dis, tu as su identifier tout ça en toi, pour justement, passer progressivement plus vers la gestion. Oui, exactement. C'est un super bon point, effectivement. C'est quelque chose qui est encouragé ici aussi de se développer en tant qu'être humain. Puis là, je généralise, mais en tout cas, au Canada, c'est hyper valorisé, c'est ça, de se développer en tant qu'humain. C'est-à-dire, si on prend une année sabbatique pour aller faire du communautaire dans je sais pas trop quel pays, c'est hyper valorisé. Mmh. Je sais que nous, ici, c'est quelque chose peut-être un peu plus culturel, mais nous, habituellement, quand on est étudiant, on travaille en même temps, en fait. C'est vraiment dans notre OK. culture euh, on est au cégep, on est à l'université. On va travailler pas énormément, mais tu sais, quand même 10-15 heures par semaine. On a toujours un emploi ou presque à côté parce que c'est pas nécessairement automatique que nos parents payent pour nos études. Ils Mmh. peuvent nous aider, mais je sais que dans d'autres cultures, c'est différent, là, où il y a comme une responsabilité d'aider nos enfants, je vais tout leur payer. Mmh. Ici, c'est un peu moins dans notre culture. On fait chacun notre bout de chemin un peu. Alors, ça, c'est quand même un défi en tant qu'étudiant, là, à rentrer aussi dans un horaire, là, d'aller travailler. Mais moi, ça m'a énormément appris aussi, parce que moi, je travaillais grosso modo, là, mon emploi étudiant pendant 5 ans, ça a été de travailler dans une charcuterie, en fait. Mmh. Et ça m'a énormément appris, en fait, sur le service à la clientèle, le travail d'équipe, le fait, c'est quoi être, en fait, au service à la clientèle, tu sais, c'est pas nécessairement en bas de l'échelle, mais c'est un travail au salaire minimum, là. Alors, moi, je savais qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Tu sais, je savais que ce salaire-là permettait de payer mes études, mais je me disais, il y a quand même des gens ils vont faire ça toute leur vie. Alors, Mmh. moi, j'avais un très grand respect, en tout cas à l'époque, puis je l'ai toujours, puis je me rappelle de ça. Maintenant, je veux dire, j'ai un très grand respect pour toutes les personnes dans la société, peu importe le métier que tu fais, que tu aies 1 million de diplômes ou 0 diplôme, chaque personne est importante dans une société, puis je ne suis pas supérieure à l'autre parce que j'ai tel diplôme, je parle 4 langues ou je ne sais trop, là, tu sais. Alors ça, c'est un très grand respect que j'ai c'est ça, pour peu importe le parcours des gens. Et on ne se cachera pas qu'on a certains privilèges, là, aussi, euh, de par notre parcours et tout. Alors moi, j'ai un très grand respect et ça, je pense que ça m'a emmené, justement, qui est une des valeurs, finalement, du partenaire patient. Finalement, je me sens pas supérieure au patient, puis le patient se sent pas supérieur à moi, ou peu importe. Non, 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 on a besoin de chacun des deux pour travailler ensemble, parce que notre but commun, c'est d'améliorer la santé, d'améliorer la recherche et tout. Mmh. Fait que déjà là, finalement, euh, j'avais déjà appris que chaque personne dans la société est importante, puis
on est tous interconnectés, on a tous besoin, on est tous interdépendants. La société ne fonctionnerait pas s'il n'y a plus d'éboueurs, s'il n'y a plus de. Alors, on est tous importants, puis il faut juste travailler ensemble, en fait. Là. Ok. Et donc, on va arriver aux dernières petites questions de l'interview. Je voulais savoir, est-ce que tu avais rencontré des difficultés particulières au cours de ton parcours que tu n'aurais pas imaginé? Ben, ma première maîtrise, j'avoue que je ne m'attendais pas à autant de travail. Ah oui. J'adorais le travail de laboratoire. Je veux dire, quand j'en avais fait euh, au baccalauréat, je veux dire, j'avais déjà fait 2 stages aussi au niveau baccalauréat. Alors, ça faisait longtemps que je sais quand même que je tournais autour du milieu de la recherche, mais j'avais jamais anticipé autant de travail. Est-ce que c'est un peu de ma faute? Je sais pas. Est-ce que c'est le milieu? Mais énormément, énormément de travail. Là. Je ne le cacherai pas qu'il y a des semaines, des fois, j'ai fait du 60 heures là, semaine à travailler dans le labo, puis je veux dire, un salaire d'étudiant qui n'était pas très élevé, qui est une bourse étudiante. Là. Alors, ça, c'est un peu quand même difficile. Puis à un moment donné, ta vie aussi tourne autour juste de ça. Si tu passes 60 heures à travailler sur tes travaux en laboratoire, puis je veux dire, moi, je ne pouvais pas faire du travail à la maison. Là, je veux dire, c'est des cellules dans un laboratoire. Alors, il faut être au labo, il faut être physiquement au labo. Ça, c'était quand même assez difficile, des longues heures, là, finalement, de travail. Parfois, je le cacherai pas, un milieu, je sais pas si je qualifierais ça de toxique, mais il y a des fois de la compétitivité un peu toxique, qui peut être un peu toxique autour de ça, très compétitif entre labos, on ne se le cachera pas. Je veux dire, s'il y a une subvention puis il y a 10 équipes, ben c'est ça, il y en a 9 perdants, là. C'est un peu plate à dire, là. Mhm. Alors, ça, je m'y attendais vraiment, mais vraiment pas. Et là, je veux pas généraliser, là, j'ai eu des labos là, vraiment exceptionnels là, qui étaient vraiment cool à voir là, comment ça se passait, les chercheurs, c'était vraiment intéressant. Mais j'ai vu d'autres labos qui c'était vraiment pourri. Là. L'ambiance était vraiment pas bien. Là. Des chercheurs un peu abusifs du temps, un peu de leurs étudiants et des fois des étudiants étrangers, ce qui, en tout cas, qui les met en vulnérabilité. Mm. Ça, c'était pas attendu tant que ça. Mais sinon, dans mon parcours, à part ça, là, c'était vraiment pas nécessairement comme je m'attendais, mais c'était bien correct. J'ai eu du fun pas mal pendant tout mon parcours. Puis même dans les moments difficiles de mon parcours, je trouve toujours des moyens de trouver des bonnes expériences de ça. C'est ça, même quand c'est difficile, plus tard, je suis comme, ah, mais non, tu sais, oui, ça a été rough, mais c'était bien. Et si je peux ajouter, ben en fait, euh, écoute, moi, ma famille vraiment n'a pas vraiment fait tant d'études que ça. Tu sais, bon, cégep, peut-être un peu début d'université, certaines personnes, mais tu sais, ma soeur n'a pas fait vraiment d'études non plus, oncle et tante, tu sais, pas vraiment. Fait que j'étais un peu tout seul à faire une maîtrise, en fait, à être allée aussi loin, Mhm. à faire une maîtrise en plus 2 maîtrises, Mhm. être allée aussi loin, fait qu'elle était un peu, pas nécessairement le mouton noir, mais être incomprise, en fait, de sa famille, parfois. Alors, puis je veux dire, alors que c'est toute ta vie, là, la recherche. Mhm. Ça, c'est parfois difficile. Tes amis, s'ils ne gravitent pas nécessairement au milieu de la recherche, ils vont faire comme, OK, mais pourquoi faut aller au labo demain matin, c'est samedi ou c'est un peu difficile pour eux de comprendre. Puis là, tu as l'air d'un peu l'extraterrestre là-dedans. Puis là, tu te dis, OK, mais en même temps, je suis depressed un peu parce que là, je dois passer des longues heures parce que là, il faut vraiment que je fasse telle expérience avant telle date parce que, bon, j'ai telle conférence qui s'en vient. Et c'est tellement un monde parallèle parfois que tu te fais juste comprendre finalement par les autres extraterrestres qui sont avec toi. Alors, ça aussi, c'est un peu parfois difficile de se faire comprendre un peu comme nos priorités, c'est quoi. Puis c'est tellement bizarre des fois le milieu de la recherche où c'est peu compris finalement ce que c'est par monsieur, madame, tout le monde. Alors, ouais, c'est un peu difficile, mais en même temps, j'aime bien vulgariser. Alors, j'explique ça, mais de dire des fois, il faut vraiment que je rentre samedi matin là, pour m'occuper de mes cellules, ça, je pense qu'il faut le vivre, il faut le comprendre. Oui, parce que nos petites cellules, c'est nos petits bébés, quoi. Oui, exactement. Comme j'avais une collègue qui disait, il faut que j'aille babysitter mes cellules. Bonne expression. Et est-ce que tu as eu des rôles modèles, justement, au long de ton parcours, pour garder cette motive ou t'inspirer, justement, dans tes choix?
Oui, ben, je sonner hyper cliché, là. Je vais nommer ma mère. Mais comme je l'ai dit, c'est une personne qui était passionnée par son métier. Alors, puis elle voulait toujours apprendre, pas nécessairement via des diplômes et des choses comme ça, mais elle voulait toujours apprendre, toujours en formation continue par-ci par-là. Alors, ça m'a énormément inspiré de me dire, ben, écoute, je peux un peu tout faire, là. Je suis capable de le faire. Je vais toujours apprendre, j'aime ça. Alors, c'est pour ça que j'ai jamais arrêté d'étudier finalement, là. J'ai toujours un cours par-ci par-là, un autre diplôme que je commence et tout. Euh, alors je pense, je retiens ça un peu d'elle, là, de ce côté-là. Ouais, c'est ça, d'avoir cette énergie-là aussi, de jamais arrêter, c'est assez fou. Ma mère également a fait a étudié en travaillant et en ayant moi comme bébé à la maison. Alors j'ai vu aussi, j'ai eu comme exemple comme une mère qui faisait 1 million de choses à la fois. Alors, je pense que c'est un peu ce que je fais maintenant et je pense qu'elle m'a énormément inspirée aussi, là. Ouais, parce que si j'ai bien compris aussi dans ton email, tu dis t'adores apprendre. J'ai l'impression que tu m'avais dit éventuellement un doctorat. T'envisageais un doctorat là maintenant? Ben, en fait, quand j'ai fini ma deuxième maîtrise, ma femme, Elsa, elle a dit, bon, on se le cachera pas, là. C'est quand tu commences ton doc. Fait que là, je suis comme, ouais, mais là, attends, je sais pas, là, on va se donner un break, là. Mais bon. Oui, j'envisage. Ça fait vrai que j'y pense et tout. Il faut juste que je trouve le bon sujet. Et j'ai quand même de l'expérience maintenant un peu en superviseur, là, finalement, qui je veux qui me supervise pour le doctorat. Mmh. Pour ma deuxième maîtrise, j'ai quand même cherché longtemps. J'ai bien choisi la bonne personne parce que parce que je vois ça beaucoup, la relation finalement de superviseur à étudiant. Mmh. C'est vraiment une relation humaine. Ça va être des gros enjeux, ça sera pas toujours facile. Fait que je me dis, si on a déjà une bonne communication, une bonne relation à la base, ça va déjà, les moins bons moments vont mieux passer. Alors, je suis en réflexion, effectivement. Le sujet, c'est sûr que moi, j'aimerais ça que ce soit en OK. gestion dans le milieu de la santé. Mais trouver effectivement la bonne personne, je pense que je vais contacter quelques profs pour voir si ça clique, en fait. Puis Mmh. vice-versa, là, je veux dire, peut-être que mon profil n'intéresse pas tout le monde ou comment dire, mon caractère n'intéresse pas tout le monde non plus. Mais oui, je me questionne beaucoup là-dessus. J'ai beaucoup de gens aussi qui m'ont questionné, mais qu'est-ce que ça va te donner? Tu as déjà un bon poste? Tu n'as pas déjà assez de diplômes comme ça, blablabla. Ouais, c'est ça. Alors, mais non, c'est le plaisir d'apprendre. Je pense que ça va m'emmener un cran de plus niveau recherche. J'aime beaucoup faire mes propres recherches aussi un peu, d'avoir mon propre projet à moi, de me Mmh. dire, ben, tu sais, oui, il y a le superviseur, mais tu sais, c'est comme un peu mon bébé à moi, mon deuxième bébé. Euh, fait que c'est ça, faut juste que je trouve la bonne personne, le bon sujet. Euh, mais oui, peut-être au courant de 2021, quelque part, ça serait intéressant de commencer un doctorat. Je le ferai sûrement à temps partiel. Il y a quelques universités qui le permettent de le faire à temps partiel. Parce que c'est pas nécessairement. C'est quand même réfléchi, hein, le fait que je le fais à temps partiel. Ma deuxième maîtrise aussi a été réfléchie pourquoi je le fais à temps partiel. J'aime bien appliquer, en fait, ce que j'apprends. Euh, j'ai pas à attendre, en fait, pour l'appliquer. Mmh. Ce que j'ai appris hier soir dans mon cours, je l'applique dès le lendemain, je le vois sur le terrain. Alors ça me permet, je trouve, de consolider davantage mes connaissances et finalement développer mes compétences beaucoup mieux que si j'étais seulement sur les bancs d'école finalement, puis que je le mettrais en pratique 2, 3 ans plus tard. Euh, OK. ouais. Affaire à suivre donc. C'est ça à suivre. Et alors dernière question, quel conseil tu donnerais à une lycéenne ou une étudiante qui veut se lancer justement dans la gestion en sciences? Oui, ben en fait, déjà là, c'est je dirais un champ qui est un peu nouveau, là, le fait d'emmener un peu de gestion dans la recherche, etc. Alors, ben, peut-être effectivement d'aller en gestion et par la suite, peut-être bifurquer un peu vers la science ou au contraire faire comme moi, en fait. Euh, c'est vraiment, ben, c'est vraiment passionnant, en fait, de voir cet aspect-là de la recherche, mais d'une façon un peu plus
macro, si je peux dire. Là. On voit un peu plus comment tout ça, ça rime, en fait. Ça, c'est ce que je trouve intéressant. Mais surtout, comme conseil, je dirais, tout n'est pas perdu. C'est-à-dire que même si tu commences un profil et tu n'es pas trop sûr qu'est-ce que ça va te mener, c'est jamais perdu, vraiment. En tout cas, je parle dans mon contexte, évidemment, québécois, mais il y a toujours moyen de se rattraper. C'est pas perdu. C'est pas vrai que tu as fait 3 ans dans un truc ou même 1 an, que tout est fait pour tes 40 prochaines années. Au contraire, on est dans un monde en ce moment où on peut bouger un peu plus, on peut un peu se réinventer, en tout cas au Québec, comme je dis. Même que c'est valorisé des fois d'avoir des parcours un peu différents, d'avoir vécu des choses aussi. Comme je disais, de faire des années sabbatiques, c'est énormément valorisé ici, d'avoir d'autres expériences du bénévolat sur le côté aussi, de participer à des fondations sur certaines maladies ou des choses comme ça. On apprend énormément et ça nous met déjà aussi en contexte. Les réseaux sont importants aussi, ne pas ne pas hésiter en fait à s'impliquer dans la vie étudiante de son université, dans la vie citoyenne, en fait, de leur quartier aussi. On apprend énormément, on se fait des contacts qui vont aider. On ne sait pas à quel moment, mais ça l'aide toujours. Il y a toujours une personne qu'on connaît quelque part. Je ne sais pas si c'est parce que le monde est petit au Québec ou à Montréal, mais et je retombe toujours sur quelqu'un que je connais quelque part. Alors, c'est important aussi de bien se bâtir une bonne réputation, qu'on fait un bon travail et tout. Puis c'est ça, c'est jamais perdu. Ça va toujours servir quelque part, le parcours qu'on va avoir. C'est jamais perdu. Voilà la phrase de fin. Merci beaucoup Geneviève, c'était trop bien. Merci, c'était bien aussi. J'ai bien aimé parler avec toi. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Geneviève pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!